prioritaires sensibles pouvant donc être préjudiciables à la sécurité nationale. Toi, responsable européen d'International NGO Safety Organization, dont 2 Français ont été donc arrêtés au Burkina Faso selon les autorités. Information est donc vue, a été bien rendue officielle par le ministre de la Sécurité. C'était mardi 7 octobre. Au total, 8 membres de cette ONG, le directeur qui était donc un Français, son adjoint un franco-sénégalais, le directeur général adjoint qui était un Tchèque de l'organisation basée donc aux Pays-Bas, ainsi qu'un ressortissant malien, 4 Burkinabés. Directeur qui avait donc qui avait été arrêté à fin juillet au moment où l'ONG avait été suspendue 3 mois par les autorités pour collecte des données à caractère sensible sans autorisation préalable. Le gouvernement burkinabé rappelle donc qu'INZO fournissait notamment des analyses sécuritaires pour d'autres associations humanitaires. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, INZO est une ONG étrangère dirigée donc par des étrangers qui collectait et fournissait des informations sécuritaires sensibles pouvant être préjudiciables à la sécurité nationale et aux intérêts du pays à des puissances étrangères. Il a précisé que malgré la suspension des activités de la dite ONG qui avait donc été active le 30 juillet, certains responsables ont continué de mener clandestinement ou de façon détournée des activités telles que les collectes d'informations et des réunions en présentiel ou encore en distanciel ou en ligne. Les dates des arrestations non pour autant pas été précisé par Sana, qui a toutefois rappelé que le directeur général adjoint s'était rendu à Ouagadougou le 8 septembre malgré sa suspension. Alors, plusieurs faits intrigants autour de cette information. Une ONG qui est censée être fermée, censée être clouée au sol, continue en tout cas de mener ses activités parallèles. On a suivi la communication d'INZO qui tente effectivement de se défendre, disant effectivement que dans le cadre de ses activités, il fallait faire une série, il fallait avoir du moins une série d'activités qui leur permettent de pouvoir connaître où se trouvaient les victimes des mouvements terroristes, que c'était en cela que les dynamiques, peut-être pas d'espionnage, mais d'activités de renseignement, du moins se situaient. Non, je pense que c'est du classique, Fabrice, c'est du classique, à savoir des ONG qui sont couverts par ce que j'appelle les failles objectives générées par ce qu'on appelle le droit international humanitaire et aussi ce qu'on appelle la philanthropie internationale, à savoir que voilà, vous avez des problèmes chez vous, des populations sont pauvres, on vient les aider, Fabrice, et vous acceptez. On sait très bien que le propre d'une ONG internationale de ce type, comme INZO, le propre c'est que Fabrice, il n'est pas possible de séparer objectivement, fondamentalement, les activités philanthropiques, humanitaires et les activités d'espionnage. On fait comment? Parce que quand je vois la défense d'INZO, ça me fait rire que les autorités étaient strictement au courant de leurs activités. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ces autorités sont au courant. Quand elles ne disent rien, vous êtes content, tout va bien. Mais maintenant, elles vous disent que non. Oui, on est au courant, mais voici ce que vous faites. C'est-à-dire que, parallèlement à vos activités soi-disant humanitaires, voilà ce que vous faites. Vous collectez des informations administratives, politiques, sécuritaires du pays, y compris même jusqu'à aller même dans les zones, les zones d'affrontement entre les armées et les terroristes. Vous êtes là-bas, vous faites quoi là-bas, vous collectez les choses. C'est-à-dire que donc, derrière la collecte, derrière, Fabrice, ces activités des ONG, généralement en Afrique, il est quasiment impossible de séparer l'humanitaire de l'espionnage. C'est ça le problème. Donc, c'est bien travaillé ça. Quand on vous allez, non, on faisait, non, vraiment, on s'occupe de blessés de guerre, on assiste la population, c'est très facile à dire. Surtout que souvent, la situation extrême de pauvreté que vivent cette population des pays africains oblige les États à accepter, n'est-ce pas, à accepter ce type de philanthropie internationale. Mais la rançon de cela, Fabrice, est par incontournable. C'est que vous ne pouvez pas, vous allez avoir de la peine à séparer des activités humanitaires et de l'espionnage, et ces gens-là auront toujours le moyen de faire ce qu'ils font là, savoir. Non, nous on est ici pour l'humanité, etc. Donc, évidemment que l'État burkinabé
c'est de bon, ça dit que il n'y a même pas à réfléchir, c'est clair et net. Donc, il faut tirer toutes les conséquences de cette situation. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ces ONG ne doivent travailler chez nous, que si on a pris toutes les mesures pour s'assurer qu'il n'y a pas cette absence de frontière entre l'humanitaire et l'espionnage. Mais est-ce que dans ce cas, même si elle reste d'actualité, est-ce qu'on devrait clairement pas encadrer, puisqu'on a parfois l'impression que ces ONG exercent sur le continent comme si elles étaient carrément en territoire conquis, c'est-à-dire elles sont libres de leur mouvement, au nom de ce qu'elles vont apporter une aide humanitaire à des sinistrés. Elles sont libres d'aller même dans des zones parfois insécures, au risque même de leur vie et même au risque effectivement de pouvoir créer une forme en tout cas de tension diplomatique avec le pays qui les accueille. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà commencer par encadrer et même limitons la vie avec Bamako où on avait l'impression que comment ça s'appelle à son temps la force européenne stationnée à Bamako, Barkhane était libre de ces moments, libre de choisir en tout cas où est-ce qu'elle devait aller opérer sans même toutefois informer l'État central. Est-ce que ça commence à parler, c'est-à-dire encadrer clairement l'action de ces ONG, même si elles hésitent, entendant clairement de fermer totalement leurs portes, mais d'encadrer structurellement et rigoureusement leur déplacement même en territoire africain? Non, il faut repenser les réglementations, Fabrice. Il faut repenser la réglementation et il faut créer de nouvelles comment on appelle ça, les nouvelles chartes devant encadrer la coopération entre cette coopération-là, entre nos États et les États, comment on dit ça, et ces ONG dites internationales, Fabrice. Parce que, vous savez, la véritable solution dans le fond, c'est d'en finir avec cette violence. Il faut que nos États s'occupent de cette population-là, de leur population. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut encore que l'État ait des capacités réelles pour le faire. Donc, Fabrice, la solution à terme, c'est d'accélérer les performances des régimes progressistes, révolutionnaires, panafricanistes qui sont arrivés au pouvoir au Burkina et dans les pays, dans l'AES. Il faut accélérer les performances économiques. On n'a pas le choix. Il faut accélérer ça. Et il faut impliquer davantage les populations dans cette dynamique-là. Bon. Ça, au Burkina, c'est fait, il faut continuer à le faire. Mais de manière à court terme, en attendant que les performances économiques soient matures, mûrissent, à court terme, il faut écrire de nouvelles chartes, il faut écrire une nouvelle réglementation qui vise justement à s'assurer que ces jeunes du moins, allaient priver de la capacité de se cacher derrière l'humanitaire pour faire de l'espionnage. Et ça, c'est à la portée de l'État. C'est ce qu'il faut faire. Quitte à s'assurer que les ONG locales travaillent avec elles. Par exemple, au Kawana, il faut s'assurer à ce qu'il y ait une présence permanente de structures locales endogènes sur place qui soient en mesure d'être des protagonistes de ces ONG quand elles les acceptent sur son territoire. Donc, ça, c'est la solution à court terme. Donc, oui, à long terme, c'est de mettre fin à ça parce que on ne constate pas qu'un autre État vienne aider les populations d'un autre État parce que l'État n'est pas en capacité de fournir les services essentiels à la population. Ça passe par la révolution économique. C'est ce que j'appelle les performances économiques. Ça passe par la révolution économique. On n'a pas le choix. Il faut travailler, réfléchir à fond dans ça pour que, n'est-ce pas, les performances économiques annulent la nécessité de ces ONG. Aussi simple que ça. Bon, comme j'ai dit, bon, ça demande un peu de temps, mais en attendant, donc, qu'on écrive de nouvelles chartes. Deuxièmement, que les États, que l'État de Burkina Faso et au Tchad, qu'on continue à... c'est ce que j'appelle la diffusion de la pensée révolutionnaire. Le président Traoré fait ça très bien, il communique dans ce sens-là, mais il faut encore davantage structurer ça. Fabrice, en attendant les performances économiques, que les gens voient les résultats, c'est la meilleure manière de souder les populations, n'est-ce pas, autour de l'État. Et ça, c'est aussi un moyen de contrôle, c'est un moyen de contrôle efficace face à l'offensive de ces ONG-là, qui sont des... Fabrice, est-ce qu'on va encore revenir sur ces choses-là? On doit suffisamment expliquer ça. Les ONG participent de la géopolitique des États, de leurs États d'origine, de leurs sponsors financiers dans le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup maintenant aux États-Unis de George Soros, même Donald Trump dit qu'il faut qu'il réponde de ses actes. Donc, vous voyez très bien que
ces ONG-là sont des instruments de la géopolitique internationale. C'est une façon de... C'est devenu comment on appelle ça, un levier dans les stratégies étatiques pour contrôler les approvisionnements en matières premières stratégiques. N'oubliez pas ça. Bref, c'est-à-dire que ces ONG-là sont des entreprises géopolitiques bien structurées. Vous avez l'intérêt des responsables, mais c'est comme vous dites, parce qu'il y a beaucoup de responsables militaires formés, déguisés en dirigeants d'ONG, qui derrière la zone humanitaire sont là justement, Fabrice, pour faire de l'espionnage de haut niveau et souvent même parrainer, former et donner un coup de main à ce qu'ils appellent pudiquement groupe armé. Groupe armé, voilà. Un mot terrible, hein? Groupe armé. Alors, si au Burkina Faso, l'on dénonçait en tout cas une dynamique d'espionnage portée par INZO, l'ONG INZO, du côté du Tchad, l'on dénonce par contre de la part de l'État tchadien un manquement grave dans le cadre donc de l'exploitation des parcs naturels du côté du Tchad par l'ONG African Park, le gouvernement tchadien qui a donc annoncé la rupture de son partenariat avec l'ONG sud-africaine African Parks Network, de mandat de gestion qui était donc confié à l'organisation, à savoir la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi et le grand écosystème de Zakouma, qui comprend le parc national de Zakouma et le parc national de Signaka-Minya. Depuis 2010, eh bien, cette ONG-là gérait le parc de Zakouma avant d'étendre dans ce partenariat au parc de Signaka-Minya et de la réserve de l'Enedi. C'était donc en 2017 dans le communiqué, eh bien, le gouvernement tchadien reproche à l'ONG la recrudescence du braconnage et un manque cruel d'investissement dans les infrastructures et les projets communautaires. Il dénonce également le non-respect des accords de partenariat et une attitude indélicate et irrévérencieuse récurrente vis-à-vis du gouvernement du Tchad. Des griefs qui ont donc poussé l'État tchadien à rompre donc son accord avec cette ONG sud-africaine. Mais il me souvient une fois encore, Président, que vous et moi sur un autre plateau, on évoquait notamment les dynamiques d'exploitation de nos parcs. Je crois que c'était sur un sujet, ça ne revient pas du côté... Du côté du nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, où on avait effectivement un exploitant qui ne respectait pas la feuille de route, et certaines indications ont laissé effectivement croire qu'il y avait une nette volonté d'infiltrer ou alors de se servir de ces parcs naturels à l'effet donc d'introduire des groupes terroristes ou alors des armes à l'effet d'engager une dynamique de déstabilisation qui viendrait du nord Cameroun. Est-ce que le cas du Tchad aujourd'hui nous interpelle au plus haut niveau? Oui, moi je pense que c'est Fabrice et moi c'est intéressant parce qu'on est là devant quelque chose qui paraît banal, à savoir que voilà, on vous a confié la gestion d'un parc et l'État estime que vous n'arrivez pas à satisfaire aux exigences du cahier de charge. C'est pas qui vous lie en termes de partenariat à l'État du Tchad. Fabrice, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que vous allez voir que beaucoup de dynamiques terroristes en Afrique sont souvent liées à la gestion des parcs. Vous allez voir que voilà, on dit attentat terroriste. Dans tel parc, le Cameroun a connu ça, n'est-ce pas, beaucoup ont ramené au Cameroun à la faveur, n'est-ce pas, de l'enlèvement d'un touriste français qui en réalité est un babouche, Moulin Fournier. On est en 2012, je crois, 2012-2013. Donc il y a dans beaucoup de pays africains, vous allez voir que souvent, il y a un lien souvent entre la gestion des parcs et le déclenchement de processus terroristes. Pourquoi? Parce que justement, une fois de plus, nos États sont défaillants en termes de production des compétences, Fabrice, à jour pour gérer les parcs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Des experts venant de l'étranger deviennent des partenaires de nos pays pour gérer ces parcs-là. Et une fois de plus, la même chose que tout à l'heure, je tentais d'énoncer par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso, c'est la même chose. Un gestionnaire de parc, mais Fabrice, mais il peut devenir, c'est très facile pour lui d'être en même temps gestionnaire de parc, mais aussi être en même temps
une porte discrète qui permet l'espionnage. Deuxièmement, qui permet que des groupes terroristes viennent s'implanter chez vous. Aussi simple que ça, puisqu'il suffit de se présenter comme des touristes, etc. Et le tour est joué. Je vous rappelle que Moulin Fournier chez nous, c'était un touriste. Mais après, on a vu que ce n'était pas n'importe quel touriste. Alors, il y a ça. Deuxièmement, il y a l'affaire de braconnage. Oui. Ça aussi, c'est extrêmement dangereux parce que ça devient du pillage. Et nos richesses phoniques sont carrément pillées au détriment de nos pays. Or, aujourd'hui, il y a un enjeu, au-delà de l'enjeu écologique, il y a un grand enjeu, il y a une économie, il y a une de la protection, entre guillemets, de l'environnement, n'est-ce pas, qui permet à un pays qui sait vendre, n'est-ce pas, son patrimoine phonique, son patrimoine en matière de parc naturel, un pays qui sait se vendre, Fabrice, ça crée international. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Il n'est pas exclu que l'État tchadien, ayant pris conscience de la possibilité qu'il y a à gagner davantage dans le cadre d'une nouvelle politique de la gestion des parcs, que l'État tchadien dit que non, écoute, à ce niveau-là, vous n'êtes plus au niveau, on rompt le partenariat. Ça peut être aussi que l'État tchadien a des informations stratégiques en matière de sécurité qui disent que, mais attention, là, il y a de la vulnérabilité, il y a des menaces potentielles qui peuvent surgir du fait que nous n'avons plus la maîtrise totale de ce qui se passe dans ce parc-là. Voilà. On rompt. Oui, oui. Parce qu'on estime que la feuille de route n'a pas été respectée. Mais officieusement, l'on craint effectivement des dynamiques d'infiltration qui pourraient effectivement toucher sur. Oui, je vous ai pris l'exemple chez nous, l'affaire Moulin Fournier, qui est à l'origine de Boko Haram Cameroun. Oui, c'est parti de là. Et après, la France est carrément venue entrer au Cameroun, 500 soldats français pratiquement, près de 400, sont venus s'installer au nord Cameroun, à Gaoundéré, en disant que c'était incroyable. Une fois de plus, c'est vous le parti du NMP, on était les seuls au Cameroun, seul parti à s'élever contre ça, et notre nation a réussi à les faire partir. Et c'était comme ça que Boko Haram est né. Jusqu'à aujourd'hui, Boko Haram est toujours en train de faire de causer des morts, des drames à l'extrême nord de notre pays, Fabrice. Le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a eu ça. Donc, ça veut dire quoi? On revient toujours. Il faut que rapidement nos États prennent conscience des enjeux géopolitiques, prennent conscience des vulnérabilités, n'est-ce pas, auxquelles nos pays sont exposés, si on ne comprend pas le fonctionnement des relations internationales. Les fonctionnements développent plusieurs types d'armes. Là où on a assez de moyens matériels pour le faire, il faut renforcer la réglementation. Et là, il faut innover, mon cher Fabrice. Il faut renforcer la réglementation, il faut renforcer la présence endogène à ce niveau-là. Voilà. Pour que si il n'y a pas encore les capacités locales pour faire face à ces exigences-là, qu'on sache comment encadrer les partenaires qui viennent de l'extérieur et à qui on confie nos parcs. Voilà. Merci à vous. Il nous reste une dernière dorsale de réflexion.